c'est que chaque Français puisse manger à sa faim. L'inflation s'est enflammée. C'est sous perfusion, on n'a pas voulu voir la réalité. C'est une volonté des gouvernements de faire baisser la valeur de la monnaie parce que sans ça, les gouvernements ne pourront pas rembourser leurs dettes. On voit ça sans arrêt, la fin des grands cycles, la fin des grands empires. Toujours la tentation à la fin, c'est créer de la monnaie. Bien, ça nous amène à une folie monétaire. C'est quelque chose qui est en train de fausser l'économie mondiale. It will come. It will come. In due course. Ça y est, nous y voilà au crépuscule de ce long cycle économique. Les crises et leurs boucs émissaires se succèdent, mais le voile qui se lève nous révèle un monde fragile et désorienté. Impassible, Bitcoin poursuit sa fulgurante ascension, reprend son souffle, repart de plus belle, imposant jour après jour le langage d'une ère nouvelle. Je m'appelle Jacques-Édouard, bienvenue sur BTC Touchpoint. Chaque semaine, au travers de lectures et de conversations, je vous mets le pied à l'étrier. Je partage avec vous les savoirs fondamentaux pour comprendre Bitcoin. Salut, tu vois là aujourd'hui, comme promis, on quitte les champs, les grosses fermes et on laisse derrière nous toutes ces histoires de malbouffe et de régimes en tout genre. On embraye sur toute autre chose en s'intéressant au monde singulier des yuppies. Yuppie, d'après Wikipédia, c'est l'acronyme de Young Urban Professional, un terme anglophone qui définit les jeunes cadres dynamiques, les Golden Boys et autres entrepreneurs de haut niveau qui évoluent dans les milieux du commerce international et de la haute finance. C'est un terme qui est né dans les années 80 et qui porte une connotation assez péjorative. Et c'est Jesse Myers qui nous emmène en excursion dans l'espace mental de cette élite yuppie internationale. Il nous livre un aperçu du mélange de dédain et d'effroi que Bitcoin suscite chez la quasi-totalité de ses amis surdiplômés. Jesse, connu des Bitcoiners sous le pseudo Croesus, publie l'article « Pourquoi l'élite yuppie méprise Bitcoin » au mois d'août 2020, à un moment où Bitcoin commence à être franchement dérisqué, c'est-à-dire qu'il bénéficie du soutien d'un nombre assez conséquent de leaders d'opinion de la tech et de la finance pour permettre aux plus audacieux acteurs mainstream de s'en approcher sans craindre le sort des pestiférés. L'article et son auteur gagnent vite en popularité et Croesus a depuis fait son coming out sur LinkedIn et partage de belles analyses hyper bullish de valorisation du Bitcoin. On en reparle juste après la lecture. Exaspéré par notre conversation, j'ai demandé sans détour quelle est d'après toi la probabilité que Bitcoin atteigne $1 million par pièce. Sans hésitation, mon ami a répondu 0,001%. Alors j'ai ri et j'ai dit que je l'estimais à 80%. Je lui ai demandé si, après des milliers d'heures de recherche de ma part, il n'y aurait pas une certaine asymétrie d'informations en ma faveur. Ce à quoi il a répondu en plaisantant, ou peut-être bien des convictions personnelles. Ça, c'est Dan, un de mes bons amis d'école de commerce. Il a eu 780 à son GMAT, un test de compétences pour la poursuite d'études supérieures en management. Dan est presque toujours l'homme le plus intelligent de la pièce. On a tous les deux travaillé dans une des boîtes de conseil en management de l'élite, avant de suivre un des programmes MBA de l'élite, et de retrouver les opportunités d'emploi de l'élite dans les villes les plus désirables d'Amérique. Mon groupe d'amis d'école de commerce est plein de Dan, des enfants rompus à toutes les épreuves de cette Amérique obsédée par la réussite, et qui ont franchi la barre la plus haute à chaque fois qu'elle s'est élevée. L'élite accomplie des yuppies. Pourtant, ils sont tous réfractaires au Bitcoin. C'est devenu pour moi un sujet de fascination mêlé de frustration. Mes autres groupes d'amis ont en grande partie tenu compte de mon témoignage fervent et véhément en faveur de Bitcoin, le présentant comme l'actif le plus important du XXIe siècle. Pourtant, mes amis de l'élite des MBA s'agrippent à cette forme de rejet proche de l'hostilité pure et dure. Pourquoi donc ? C'est un sujet complexe à plusieurs niveaux que je vais tenter d'aborder ici. Prenons comme point de départ la tentative d'explication la plus proche que j'ai pu trouver à ce jour. On va marquer une première petite pause ici puisqu'on a une illustration qui décrit, alors c'est un mème de Mourad Mahmoudov qui décrit une courbe de Gauss, donc une cloche, une distribution normale
du quotient intellectuel dans la population. Cette courbe est centrée sur la valeur 100. Et on a 3 visages très caricaturaux qui viennent exprimer un petit peu l'attitude de base, la position de la population sur Bitcoin en fonction de son QI. Et donc on a à gauche, sur la partie des QI assez bas, on a ce visage complètement décérébré d'un crétin au-dessus duquel on a la valeur 250 000. Ça renvoie à la croyance chez ces individus à faible QI que le Bitcoin va atteindre 250 000 $. Tout à droite, c'est-à-dire pour des valeurs de QI très élevées, on a un visage avec un crâne hypertrophié, une capacité cérébrale hors du commun, un visage avec des lunettes qui respire la sérénité, la concentration. Bon, on a cette même valeur de 250 000 $ qui est inscrite au-dessus de ce visage. Et puis au centre, c'est-à-dire dans le corps de cette cloche, où l'essentiel de la population est représenté, on a un visage tout à fait colérique, au-dessus duquel on a l'inscription « Mort de rire, imagine juste croire que 250 000 $ puisse être réaliste ». Intelligent et convaincant, ce modèle explique ce que bon nombre d'entre nous perçoivent dans le monde du Bitcoin. Certaines des personnes les plus intelligentes du monde estiment que Bitcoin va connaître un boom, mais c'est aussi le cas de certains abrutis finis. Plus important encore, ce modèle permet d'expliquer les moqueries et la résistance que l'on constate parmi nos amis et nos proches raisonnablement intelligents. Mais cette explication est trop facile. Je ne peux pas prétendre être plus intelligent que Dan ou que des centaines d'autres diplômés brillants de ma promotion de MBA, parmi lesquels absolument aucun, autant que je sache, n'a rejoint les rangs des bitcoiners maximalistes. Il se passe clairement autre chose ici. Alors après plusieurs mois de réflexion, je pense avoir trouvé une grille d'analyse qui, sans être parfaite, délivre une plus grande puissance explicative. Tout d'abord, établissons une distinction parmi les adeptes du cours à 250 000 $ décrit dans le mème de Mourad. On a à gauche les Bitcoin Moon Boys et à droite les Bitcoiners maximalistes qui ont conduit des recherches approfondies. En réalité, on a affaire à 2 groupes bien différents. Le premier croit que le cours du Bitcoin va grimper jusqu'à la Lune, principalement parce qu'il pense que les performances passées sont indicatives des résultats futurs. Disons que ce groupe souscrit au moonisme Bitcoin. Quant au second groupe, il a fini par comprendre l'inévitabilité de la hausse continue du Bitcoin dans le contexte de l'impression monétaire des banques centrales, de la mécanique déterministe des prix liée aux chocs quadriennaux de l'offre consécutive au halving et la psychologie du marché qu'entraîne l'appréciation programmatique des prix, ainsi que les implications du scénario « le vainqueur remporte tout » d'une réserve de valeur d'une rareté absolue, ce que nous appellerons le Bitcoin maximalisme. Le cadre d'analyse du QI semble tenir la route en ce qui concerne les Moon Boys, mais il ne rend pas compte des Dains et de tous les autres brillants yuppies que je connais. Lorsque j'ai réfléchi à ce qui distingue les bitcoiners maximalistes de mes amis de l'élite yuppie, en surface, les différences qui me sont apparues étaient d'ordre politique. Le libertarisme, par exemple, ou le soutien à Trump, les droits associés au second amendement ou encore Black Lives Matter. Mais ces différences découlent d'un clivage plus profond, le degré de confiance d'une personne dans le système. En tant que libéral de longue date, récemment précipité dans ce monde de méfiance envers les 2 parties que l'on développe nécessairement à mesure que l'on s'enfonce assez profond dans le terrier du Bitcoin, je me sens raisonnablement qualifié pour parler de la condition libérale. Au cœur du libéralisme se trouve la croyance que le système peut fonctionner, qu'il suffit juste de bien le concevoir et de l'administrer avec compétence et compassion. Mon parcours personnel vers le maximalisme Bitcoin a entraîné une douloureuse dissociation de cette vision fondamentale du monde, notamment au cours des recherches que j'ai conduites afin de comprendre la politique monétaire des banques centrales et les leviers irrésistibles qui l'accompagnent. Soit dit en passant, j'ai fréquenté la meilleure école de commerce du monde et on ne nous a rien enseigné à ce sujet. Pour ce que ça vaut, je pense pas qu'il s'agisse d'une omission volontaire ou malveillante.
Je pense que cette bataille a été gagnée il y a 100 ans, à l'époque de Keynes, et avec le soutien égoïste des gouvernements qui a pesé lourd sur le résultat. Ce qui revient à dire que mes professeurs ont appris des keynésiens qui ont eux-mêmes appris des keynésiens. Les chefs d'entreprise et les enseignants d'aujourd'hui ne sont absolument pas conscients qu'ils transmettent la version de propagande minable de la théorie monétaire, résultant de la quasi-extermination idéologique de la théorie monétaire saine. Mais je m'égare, et si on reprend le cadre d'analyse QI de Mourad, que l'on situe les adeptes du Bitcoin à $250 000 dans leurs groupes respectifs, et que l'on y ajoute la dimension de la confiance dans la capacité du système à fonctionner, on obtient alors quelque chose comme ceci. Et donc là, on a un simple graphe, un cadran avec deux axes, le QI sur l'axe des ordonnées et puis la confiance dans le système sur l'axe des abscisses. Et puis on a des zones colorées. Alors en haut à gauche, donc là où on a un QI élevé et une méfiance importante, on a cette zone rougeâtre qui correspond à une propension élevée au Bitcoin maximalisme, tandis que sur toute la partie basse, où on a un QI assez faible, on va plutôt avoir une propension au Bitcoin moonisme, et puis dans le cadran supérieur droit, donc confiance élevée et QI élevé, eh bien, on a une zone blanche, dépourvue de couleur, donc aucune propension au Bitcoin maximalisme ou au moonisme. Je reprends le texte. Si l'on considère qu'il s'agit là d'une représentation raisonnable de la réalité, on peut en tirer un certain nombre d'enseignements. Le Bitcoin maximalisme est corrélé à l'intelligence, mais aussi à la méfiance envers le système. Une personne très intelligente et très convaincue que le système est défaillant a plus de chances de rejoindre le Bitcoin maximalisme qu'une personne à qui l'une de ces qualités ferait défaut toute chose égale par ailleurs. Le Bitcoin moonisme est moins sensible au degré de méfiance envers le système. Quand on est con, mais ça aide sans doute un peu d'être crétin et de se méfier du système. Il est plus facile d'atteindre le maximalisme Bitcoin si vous y êtes déjà préparé par une méfiance préexistante envers le système. Cela aide à expliquer l'adoption précoce de Bitcoin par les cypherpunks, les anarchistes et les libertariens, et même la tendance actuelle représentative des partisans de Trump qui partagent une méfiance envers l'establishment. D'un autre côté, il est quasiment impossible d'atteindre le Bitcoin maximalisme en conservant une certaine confiance dans le système. C'est d'ailleurs ce que j'ai constaté. Pour rejoindre le maximalisme, j'ai d'abord dû faire face à une dissonance inconfortable entre mes croyances et les choses auxquelles j'ai été confronté, tandis que je m'enfonçais plus profondément dans le rabbit hole. Il m'a fallu les affronter plutôt que de faire marche arrière, et finalement j'ai dû démolir toute ma vision du monde afin de résoudre cette dissonance et de poursuivre plus profondément encore dans le terrier. Ce fut une période amusante. C'est pourtant l'espace blanc dans le cadran supérieur droit qui s'avère le plus significatif compte tenu de notre objectif. Les personnes à la fois très intelligentes et confiantes dans la capacité du système à fonctionner sont très peu susceptibles de souscrire au Bitcoin maximalisme ou au Bitcoin moonisme. Développons davantage ce point. Il se trouve que le cadran supérieur droit du graphique est également le foyer d'origine de l'élite Youpi. Pour réussir à s'élever au sein de la classe instruite et professionnelle, il faut être intelligent, mais chose cruciale, il faut également savoir s'intégrer, avoir un bon esprit d'équipe, s'orienter dans la politique du secteur, être poli et sympathique, et surtout, être un bon fantassin prêt à se sacrifier pour son employeur. La croyance de base requise pour parvenir à faire toutes ces choses, c'est la confiance dans le système. La confiance que si vous êtes un bon employé et que vous vous montrez agréable avec les autres, vous serez récompensé par des promotions et un statut social. En ce sens, si nous devions tracer sur notre graphique l'endroit où réside l'élite des Youpi, ça ressemblerait à quelque chose comme ceci. Alors là, effectivement, on reprend donc le même cadre, et dans la zone supérieure droite, donc blanche, on a cette zone où résident l'élite Youpi typique, les détenteurs de MBA, etc. Alors que les maximalistes du Bitcoin conjuguent intelligence et méfiance
à l'égard du système, l'élite des yuppies est généralement intelligente et confiante dans le système. Certains sont plus brillants que d'autres, mais ceux qui sont moins intelligents et qui réussissent quand même le sont généralement parce qu'ils sont des employés exceptionnellement impliqués et loyaux. Comme vous pouvez le constater, le coin vide de notre matrice 2-2 est exactement là où se trouvent les MBA et autres élites yuppies. De leur point de vue, la croyance en Bitcoin est un phénomène particulier qui va sûrement disparaître. Aucun de leurs amis de l'élite yuppie n'y croit et, comme ils n'y connaissent pas grand-chose, ils ne font pas de distinction entre le Bitcoin moonisme et le Bitcoin maximalisme. Tout est mis dans le même sac pour eux. Par conséquent, l'élite yuppie a tendance à considérer la croyance en Bitcoin de cette manière. Alors là, on a à nouveau le même cadre avec les mêmes axes abscisse ordonnée, QI, confiance dans le système. Et dans ce coin supérieur droite, là où on avait le lieu de résidence des yuppies, on a cette même zone qui porte la légende « les gens qui savent ». Et donc c'est en blanc et tout le reste de la zone, tout le reste du cadre est en orange, qui renvoie à la légende « les gens qui tombent dans le panneau du Bitcoin ». Donc il y a les gens qui savent, c'est nous, les yuppies, et tous les autres, c'est ceux qui tombent dans le panneau du Bitcoin. Malheureusement pour eux, cette perspective les rend peu susceptibles de considérer sérieusement Bitcoin sur la base de ses propres mérites. Ce qui rend ce désintérêt si persistant, c'est qu'il s'inscrit dans un schéma heuristique précis comme beaucoup d'autres choses dans le monde des yuppies. L'élite yuppie a l'habitude d'avoir les meilleures informations, la meilleure éducation, la connaissance des tendances et l'accès le plus rapide à ces dernières. Les yuppies croient qu'ils sont les personnes qui savent. Lorsque vous êtes dans la tour d'ivoire, vous pensez que le terme « tour d'ivoire » est une déformation stupide de votre vie très normale. Lorsque vous n'êtes plus dans la tour d'ivoire, vous réalisez à quel point vous étiez volontairement déconnecté du monde. Être dans la tour d'ivoire signifie en partie être dans une bulle socialement insulaire, n'interagissant qu'avec d'autres yuppies de l'élite. La conséquence naturelle de cette situation est que vous avez tendance à croire que les choses sont importantes et valables si les autres yuppies de votre réseau social le pensent. Après tout, les yuppies sont les personnes qui savent. Inversement, si des personnes extérieures au monde social des yuppies sont engagées dans quelque chose mais que les autres yuppies ne s'y intéressent pas, cela doit être quelque chose pour les personnes qui ne sont pas au courant. Dans le cas présent, l'absence de croyance en Bitcoin parmi l'élite des yuppies, conjuguée à l'intérêt significatif qu'il suscite parmi les non-yuppies, déclenche une réponse claire à la reconnaissance d'un motif, d'un pattern. Bitcoin, c'est pour les gens qui sont pas au courant. Une deuxième caractéristique des yuppies contribue par ailleurs à garantir que cette étiquette heuristique n'est pas aisément révisée. En tant que personnes intelligentes, qui savent s'orienter dans le monde, les yuppies ont besoin de comprendre quelque chose pour y croire. C'est ainsi qu'ils ont jusqu'alors réussi dans la vie et ils s'en tiennent donc à cela. Ironiquement, c'est l'adhésion à l'éthique centrale de Bitcoin qui empêche les yuppies d'investir dans le Bitcoin. Ne te fie pas, vérifie. J'ai un ami d'enfance, capitaine de voilier. Je suis dans son esprit l'une des personnes les plus intelligentes qu'il connaisse. Lorsque je lui ai fortement recommandé de s'intéresser au Bitcoin, il en a acheté le soir même. Il n'a même pas vérifié ma thèse par lui-même, il m'a fait confiance. Il n'en va pas de même pour mes amis yuppies. Ils savent qu'il est imprudent d'investir de l'argent dans quelque chose qu'ils ne comprennent pas. En même temps, ils n'ont ni le temps, la conviction ou la persévérance nécessaires pour reproduire mes années de recherche. De plus, la couche superficielle de Bitcoin lui confère un camouflage subtil. La première heure ou les 2 premières heures d'apprentissage du Bitcoin déclenchent une multitude de signaux d'alarme d'arnaque. Pour les membres de l'élite économique et financière, qui ont aiguisé leur capacité heuristique afin de filtrer le déluge de bruit qu'ils passent quotidiennement au crible afin d'être efficaces dans leur profession, ces signaux d'alarme sont inacceptables. Pendant toute leur vie d'adulte, ils ont été incités à penser dans le cadre traditionnel tout en s'imaginant sortir des sentiers battus. La probabilité qu'une nouvelle information se présente pour laquelle 1 heure ou 2 de recherche produit plus de confusion que de réponses et génère plusieurs signaux d'alarme, mais qui se révélerait être un investissement exceptionnel, une telle probabilité est extrêmement faible. C'est ce que font les modèles heuristiques. Filtrer les déchets sur la base d'une enquête superficielle portant sur le fond. Un membre type
de l'élite Youpi identifie le Bitcoin comme un déchet à ignorer dès la première enquête qu'ils mènent sur les mérites de ce dernier. Et du fait de leur pensée de groupe qui pousse les Yuppies à ne prêter attention qu'à ce qui intéresse les autres Yuppies, Bitcoin en reste là. Bien sûr, tout cela va changer au fur et à mesure que la mécanique NGU, Number Goes Up, de Bitcoin, continue à tourner et son cours à s'apprécier. À un moment donné, tous devront faire le constat douloureux que les raisons pour lesquelles ils avaient écarté Bitcoin étaient erronées. Du fait de la dynamique à l'œuvre au sein de la classe des Yuppies, il leur faudra sans doute plus de temps pour se rallier au Bitcoin que pour la plupart des nouvelles technologies ou tendances. Alors tu vois, cet article, lors de sa parution, il a apporté une certaine fraîcheur. C'est un témoignage nouveau, authentique et éclairé d'un insider Yuppie sur une faille, une vulnérabilité dans la psychologie de cette élite qu'on est nombreux à ignorer. Alors certes, il y a chez les bitcoiners une concentration record de gens hyper brillants, mais leur cheminement commence souvent à partir d'un état d'indépendance politique. Typiquement, un positionnement libertarien, un désenchantement face à une offre politique binaire et l'absence de projet de fond, voire le soupçon plus prégnant d'un pilotage à distance par l'état profond de l'âne et de l'éléphant. En tout cas, Croesus décrit cette difficulté majeure que rencontrent ses amis Yuppies à penser hors de leur bulle, à s'extraire un instant de leur tour d'ivoire. Dans une courte vidéo que j'ajoute à la page du site, Croesus explique d'ailleurs que pour ses amis Yuppies, se livrer à l'examen de Bitcoin, ça revient littéralement à attaquer leur propre vision du monde. Des assauts qui plongent celui qui les confronte dans un état de douloureuse dissonance cognitive. Ça, je veux bien croire. Si par la force des choses, t'as dû mettre à jour ta propre carte mentale de manière aussi significative que soudaine, la douleur à laquelle Croesus se réfère t'est sans doute pas étrangère. En fait, on est dans notre bulle, tous, et tout simplement parce qu'on est humain, donc programmable, trop facilement programmable, donc tous dans notre paradigme, notre zone de confort, y compris les bitcoiners, philosophes et autres artistes, et tous ceux qui dans leur vie cherchent pourtant à en repousser les limites. C'est vrai, chez les bitcoiners, ça pousse fort, ce qui se traduit par une curiosité insatiable, un appétit notoire pour le débat contradictoire, tout cela enrichi par une sacrée diversité de trajectoires. Et l'analyse de Croesus se concentre sur la méfiance, la défiance envers l'État. D'après lui, c'est le facteur clé déterminant notre propension à investiguer Bitcoin sérieusement. C'est marrant parce que, automatiquement, on cherche à se positionner sur la matrice, on cherche dans notre mémoire le degré de méfiance qui nous animait au moment où on a trébuché dans le Bitcoin rabbit hole. Moi, c'est sûr qu'à ce moment-là, mon insouciance, ma relative confiance dans l'État avait laissé place à un degré croissant de méfiance à son égard. En fait, c'était parti d'une situation assez plombante, de mal-être au boulot. J'en avais plus qu'assez de me raconter mes propres bobards pour justifier mon action assez inutile dans un secteur d'activité qui chaque jour me laissait entrevoir un peu plus du déni et de l'inefficience du planisme étatique. Alors je me suis mise à écouter Thomas Sowell. Ça m'a fait le plus grand bien. Sowell, je sais pas si tu connais, c'est un économiste nord-américain génial, le self-made man ex-marxiste reconverti qui enfonce les clous là où ça fait mal. Et dans ses traités d'économie, il balance des uppercuts d'anthologie à la Fed, au gouvernement, à toutes ces agences publiques et leurs bureaucrates. Moi, ça m'a vachement détendu, je me sentais beaucoup moins seul. Il y avait ça donc, et puis il y avait cette question climatique qui prenait son essor à la faveur du gros buzz hystérisant d'Al Gore. Je voyais les politiciens de tous bords s'en emparer. Ça faisait 15 ans que je m'y intéressais et a priori, vu mon boulot dans mon secteur de l'aide au développement, j'avais vraiment intérêt à me joindre, à épouser ce discours catastrophiste. En plus, j'étais pas spécialiste en la matière,
je suis plutôt resté prudent malgré mes doutes. J'ai une femme, des enfants, et il s'agissait pour moi de pas me tromper, pas de partir totalement en vrille, ambiance climato-sceptique aigrie. Parce que dans mon taf, émettre ne serait-ce qu'un soupçon sur le sujet, c'était honnêtement excommunication, direction le bûcher pour haute trahison. Ça devenait compliqué pour moi de bouffer toutes ces couleuvres et de la boucler alors que la vague woke contaminait au quotidien mon contexte de travail. C'est pas tant que je nourrissais de la défiance envers l'État, c'est juste que je devenais de plus en plus sensible et conscient qu'avant tout il voit son intérêt et que dans certaines situations, notre bien-être, nos libertés, c'est plus du tout sa préoccupation. Je crois que j'en étais à peu près là. Et je cherchais désespérément une porte de sortie, une exit strategy, comme on dit chez les consultants. Et là, il y a Andreas Antonopoulos qui surgit sur mon PC, et 10 jours plus tard, l'affaire est bouclée. Par contre, c'est vrai que le trip cypherpunk, anarchiste, anarcho-capitaliste, etc., je connaissais pas, j'étais vraiment pas chez moi, quoi. C'est pas ma culture. Parce que moi, dans ma bulle, il y avait ce programme qui disait l'anarchisme, ni Dieu ni maître, c'est vraiment une recette pour le chaos. Moi, je suis chrétien, donc ça le faisait pas trop, quoi. Donc, peu à peu, j'ai abouti à l'idée que dans la version qui me convient de ces mouvements, de ces mouvances, c'est pas tant l'absence de règles ou d'ordre qui est recherchée, que la liberté d'y adhérer volontairement et de ne pas être soumis à l'autorité de maîtres humains nécessairement faillibles et susceptibles de pervertir les règles du jeu à nos dépens. Et là, je comprends qu'avec Bitcoin, ce qui tenait sans doute largement d'une utopie risquée devient non seulement possible, mais absolument nécessaire s'agissant du contrôle de la monnaie. Donc, dans toute cette phase exploratoire un peu hors de ma bulle, il y a une prise de risque, il y a de l'anxiété, il y a l'acquisition de nouveaux savoirs, il y a aussi la confrontation avec ces idées étiquetées danger, il y a une fièvre adrénaline à chaque transaction que tu penses avoir foiré. Et puis, au bout de quelques années, t'en viens à écouter Yorick de Montbine, Alexandre Stachenko, Gilles Cadignan, Sébastien Goupillou. Et là, tu te remercies du risque que t'as bien voulu prendre parce que, décidément, t'es en bonne compagnie. T'es en compagnie de gens libres qui pensent bien et qui construisent un bel avenir. Et puis la pertinence de ton choix, elle se confirme. Tu vois chaque jour, chaque semaine, chaque mois, la finance qui part plus en panique. Tu vois une gestion liberticide d'une épidémie qui justifie une nouvelle gabegie sans nom. Cette défiance, en fait, c'est juste une confiance dans le fait que quand l'État voit sa survie menacée, quand il perd les pédales, qui s'entête dans le mensonge, la dissimulation, le vol et l'extorsion, quand à court de sagesse, il caresse des ambitions totalitaires, nos intérêts et les siens, ça diverge à fond. Voilà. C'est à peu près tout pour aujourd'hui. Je t'ai raconté un peu ma vie. C'était peut-être un peu long, j'espère, malgré tout, que ça nourrit tes réflexions, que ça t'apporte soit des réponses ou que ça génère des questions. Je vais poster sur la page du site consacrée à cet article une série de tweets de Croesus qui présente ces belles analyses de valorisation du Bitcoin. C'est intéressant. Alors clairement, c'est de la spéculation, mais sur la base d'hypothèses solides et d'analyses dignes d'une star de la MBA de Stanford. Alors ça vaut le coup d'aller jeter un œil. Voilà. Je te dis à la semaine prochaine. Merci encore pour ton temps, ton attention. Abonne-toi au podcast. N'hésite pas à partager aussi autour de toi. À très bientôt. Ciao.